Bonjour, on est dans la Gemara de Rosh Hashanah et on est à la page 15a. Alors je vais reprendre un peu avant la page 14b, à la fin de la page, je reprends la braïta qu'on avait citée à propos de l'opinion de Rabban Gamliel et de ce qui va être discuté, parce que comme ça on est dans une continuation directe plutôt que... Enfin, en tout cas, ça va permettre de rappeler un petit peu ce qui a été dit, comme il faut, parce que sinon, on va dire que le sujet qui vient juste après, bon, alors sauf si vous suivez d'une vidéo à l'autre, évidemment, pour vous ce serait idéal, mais j'ai besoin de rappeler la chose. Alors, donc, je reprends donc un petit peu avant, au moment où donc on précisait, la Gemara précisait l'opinion de Rabban Gamliel. Donc Rabba, le fils de Ravuna, avait dit que Rabban Gamliel a dit donc que l'étrog va d'après la cueillette, d'accord, pour déterminer son statut de prélèvement de la dîme, et ça va comme pour un légume, d'accord. Donc puisqu'on avait fait ce rapport entre le légume et le étrog, en tout cas selon Rabban Gamliel, d'après ce que dit Rabba, le fils de Ravuna, donc a priori le nouvel an, ce serait en ticherie, puisque pour les légumes, on avait vu que le prélèvement du maaser dépendait de la cueillette, mais cette cueillette, la référence qui permettait de dire si on est d'une année à l'autre, c'était en ticherie. Donc, puisque on te dit que ça va comme pour la cueillette, c'est qu'ils pensent que c'est en ticherie. Et il y a eu tout de suite une contestation de la Gemara en citant une braïta. Et on va redire donc cette braïta. Rabbi Shimon ben Elazar nous a dit que si on a cueilli les fruits d'un cédratier la veille du 15 Shevat avant que le soleil ne se couche, et que l'on a de nouveau cueilli d'autres fruits de ce même cédratier après que le soleil ne se soit couché, donc un petit peu avant ou un petit peu après. On ne peut prélever ni la trouma ni le maaser d'un lot pour l'autre, c'est-à-dire que tu ne peux pas mélanger les deux lots. Il y en a un qui appartient au maaser d'une année et l'autre qui appartient au maaser de l'année d'après. Pareil pour la trouma, parce qu'on ne prélève la trouma ou le maaser ni d'une nouvelle récolte pour une ancienne, ni d'une ancienne pour une nouvelle. Donc on voit bien ici que c'est bien distinct au 15 Shevat. Avant le coucher du soleil, c'est l'ancienne récolte. Après le coucher du soleil, c'est la nouvelle récolte. Si du moment où la cueillette a eu lieu était le 3e année débouchant sur la 4e année, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh bien, les étrogim cueillis lors de la 3e année, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, seront soumis donc au maaser Rishon et le maaser Ani, puisque la 3e année du cycle de Shemitah, on ne fait pas le maaser Sheni, mais le maaser Ani, alors que si les étrogim qui sont cueillis sont faits lors de la 4e année, c'est-à-dire après le coucher du soleil, en l'occurrence le 15 Shevat, on est ici, de cette braïta, le maaser, on a donc prélevé le maaser Rishon et le maaser Sheni, et tout ça c'est ce que dit notre braïta. Et justement, donc, la Gemara objecte et dit la chose suivante. Qui as-tu entendu dire qu'il faut aller selon la cueillette du hétrog? C'était bien Rabban Gamliel qui nous a dit ça dans les braïtot qu'on a étudiés avant. Donc c'était Rabban Gamliel qui a dit qu'il faut aller suivre selon la cueillette. Alors qu'est-ce que nous enseigne cette braïta? Eh bien, elle nous enseigne que cette braïta, que celui qui va selon la cueillette et pour le hétrog, eh bien, le 15 Shevat, c'est son année de référence pour le comptage des maaser. Donc on voit bien que, a priori, Rabban Gamliel n'a pas pu, quand il fait le rapport entre cueillette et le hétrog, n'a rien à voir avec le fait que quand il fait lui une comparaison entre la cueillette du hétrog et la cueillette des légumes, il n'est pas en train de dire qu'il faut faire comme pour les légumes, absolument tout comme les légumes, c'est-à-dire faire une nouvelle année en ticherie pour le maaser, pour le comptage du maaser, mais en réalité, ça reste le 15 Shevat, puisqu'on voit bien la chose. Alors qu'est-ce que nous avait donc dit alors Rabba bar Ravuna, puisque ce qu'on a établi juste au début de cette vidéo, comme rappel, c'était bien l'opinion de Rabba bar Ravuna, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? En fait, si les propos de Rabba bar Ravuna étaient dits comme ça, c'est comme ça qu'ils ont été dits, nous dit donc la Gemara. Bien que Rabban Gamliel nous ait dit à propos du hétrog qu'on doit aller d'après le moment de la cueillette pour le maaser, eh bien, et que ça doit être comme pour le légume, eh bien son nouvel an n'en demeure pas moins le 15 Shevat. Donc je viens de répéter plus ou moins la conclusion, mais en fait c'est la conclusion de la Gemara, ce qui paraît complètement logique de retrouver les mêmes choses. Mais en fait, ici juste ils ont tourné la phrase un peu différemment de Rabba bar Ravuna pour
la mettre dans l'ordre qu'il fallait pour bien comprendre ce qui a été dit finalement par Rabban Gamliel, parce qu'on aurait pu imaginer que, étant donné qu'il a fait une comparaison avec la cueillette du légume et la cueillette du hétrog, qu'il a comparé la cueillette du hétrog avec la cueillette du légume, c'est qu'on aurait pu se dire que peut-être il fait la date au niveau du légume, il met la même date que ce qu'on met pour les légumes, il le met pour le hétrog. Ça n'est pas le cas, c'est bien le 15 Shevat comme nous a montré cette braïta. Alors la Gemara maintenant s'interroge sur quand même un des points qui a été cité dans cette braïta justement. Il y a un moment donné, la braïta nous a dit un point particulier et on va un petit peu insister là-dessus. Et il dit comme ça, comment ça se fait que là-bas, alors, Maï shena atam de katane, imaïta shnia, nirkneset la shlishit. On a dit à un moment donné, dans la braïta qui était à la page 12a, dans une braïta précédente, bien avant, celle où justement on avait fait parler Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, je crois. Comment se fait-il que là-bas, on va la vérifier 2 secondes, c'est compliqué, il suffit de tourner 2 pages et on va la trouver. Alors notre braïta, effectivement, alors c'était quelle braïta? Qui c'est qui avait dit ça? Voilà, tchac. Alors, non, en tournant de B, donc c'est pas celle-là. A priori, je vais essayer de vous la retrouver. Ils nous disent, remarquez peut-être qu'ils nous la disent en commentaire, c'est dommage d'aller chercher. Non, c'est 12A. Alors, on y va, mais puisque cette génération avait modifié ses agissements... ok, ça c'était l'histoire avec le déluge, donc c'était pas là. Voilà. Alors, on y était en fait. Donc c'est cette braïta. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dit? Alors, je vous répète la braïta. Si on accueillit un légume la veille de Rosh Hashanah, donc ce sont les sages qui parlent, la veille de Rosh Hashanah, avant que le soleil ne se couche, et on a de nouveau cueilli, après que le soleil ne se soit couché. On ne peut pas prélever la terouma ou le maaser de l'un pour l'autre, parce que l'on ne peut pas prélever la terouma ou le maaser de la nouvelle pour l'ancienne et de l'ancienne pour la nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il continue comme ça, et c'est là le point de désaccord avec la bizarrerie qu'on va soulever. Regardez bien. Si ceci correspondait à la deuxième... Alors, je répète, on est à la page 12a, mais en bas de la page, et avec la page 12b. D'accord? Au début de la page 12b, en fait. Donc qu'est-ce que dit la suite de cette braïta, justement? Si ceci correspondait à la deuxième année du cycle, et de la Shemitah, entrant dans la troisième. Le légume cueilli au cours de la deuxième année serait soumis aux lois du Maaser Rishon et du Maaser Sheni, et celui de la troisième année serait soumis au Maaser Rishon et le Maaser Ani. Bon, jusque-là, on comprend, tout va bien. Alors maintenant, sur quoi la Gemara s'interroge du coup? Alors il dit comme ça, comment se fait-il que là-bas, quand la Braïta nous a enseigné, qu'est-ce qu'il nous a enseigné justement? Que les légumes qui sont cueillis avant le Nouvel An, on nous a apporté le cas d'une année qui était celui de quoi? Et ça c'est la Gemara qui le dit, donc qui répète, qui était la deuxième année entrant dans la troisième. On était dans ce cas-là, on vient de le dire, voilà, je vous ai donné cette Braïta, qui est à la page 12a, en bas de la page, qui dit à un moment donné, dans son exemple, il parle d'un cas d'une année où on est dans la deuxième année qui rentre dans la troisième année au niveau de Rosh Hashanah. Et voilà que ici, la Gemara qu'on a rappelée au tout début de cette vidéo, elle nous dit quoi? Elle nous parle d'un cas comme exemple, justement, de l'exemple où on est dans la troisième pour entrer dans la quatrième. Donc pourquoi est-ce que l'exemple qui est pris là-bas à propos des légumes à Rosh Hashanah, juste avant Rosh Hashanah et juste après Rosh Hashanah, on parle du cas de la deuxième année qui rentre dans la troisième, et dans notre Braïta, vers à la fin de la page 14b, eh bien, qu'est-ce qu'on donne comme exemple pour illustrer le propos que c'était bien Rabban Gamliel qui pensait que c'était le 15 Shevat? On donne un exemple à propos de la troisième année dans cette Braïta, que on est dans une troisième année qui va rentrer dans une quatrième année. Donc pourquoi est-ce que là-bas on donne la deuxième pour la troisième et ici de la troisième à la quatrième? Une petite question de rhétorique en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un exemple comme celui-ci là-bas et ici on prend un autre exemple? Pourquoi quoi? Qu'est-ce que ça change? Alors la Gemara répond Milleta agav oreche kamashmalan. Au passage, la Braïta nous informe de quelque chose d'autre. Donc, comme ça, en passant, en fait, la Braïta, la nouvelle, celle qui nous passe de la troisième à la quatrième, elle vient nous apprendre quelque chose de supplémentaire, qui n'est pas forcément une chose qu'on aurait appris dans l'autre cas.
Donc là, c'était l'occasion de nous informer de quelque chose. Des etrog kashiale yada. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les mains sont néfastes pour le cédratier. Ah. Ve'aide dim mashmeshe be kule alma bishvirit. Ve'aide dim mashmeshe be kule alma bishvirit. Un peu de mal à lire. Dim mashmeshe. Alors, et donc en français en tout cas, ça nous dit quoi? Et parce que tout le monde y touche pendant la Shemitah, Lotarin peri atlat shenin. Alors il ne porte pas de fruits par la suite pendant 3 ans. Vous entendez ça? Ils disent ici qu'un cédratier, c'est un arbre un peu fragile. Malgré l'extraordinaire temps que passent les fruits sur l'arbre, ils peuvent rester 2-3 ans parfois, un cédrat sur son arbre. Eh bien, quand tu touches trop les fruits d'un cédratier pour voir où est-ce qu'ils en sont, ou ce genre de choses, ils ne portent pas de fruits par la suite pendant 3 ans. Ça veut dire que les mains de l'homme donc sont néfastes, nous dit ici la chose. Alors, voir si frère Rachamim qui examine les émissions que recèle un tel agissement. Alors, ici, ils nous disent d'aller voir un livre qui s'appelle Sifrei Rachamim pour examiner les implications pratiques qui recèlent un tel agissement. Alors, vous savez pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que ça veut dire, en gros, le fait de ne pas toucher, quelque part, c'est que tu fais en sorte que ça pousse mieux. Mais si tu dis que ça pousse mieux, est-ce que le fait que tu ne touches pas pendant la Shemitah, est-ce que ça implique que, quelque part, tu aides la plante à mieux pousser? Et à ce moment-là, si pendant la Shemitah, tu aides la plante à pousser, est-ce qu'après la Shemitah, tu as le droit de cueillir ou est-ce que ça pose un problème? Bon, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas si c'est ces questions-là qui sont posées, mais on peut imaginer. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que on a appris quelque chose qui nous dit la chose suivante. Et alors, justement, mais alors quel rapport en fait, du coup? Parce que ça ne nous dit pas le rapport exact. Bon, voilà, on apprend quelque chose. Au passage, on a appris quoi? On a appris que les mains sont les faces du cédratier. Et comme justement, on est dans la 3e et la 4e année, c'est une sorte de moyen, on va dire, pas mémotechnique, mais une sorte de clin d'œil qui nous apprend, à propos du cédratier, que quand tu cueilles ton arbre, en général, tu attends la 3e année. C'est-à-dire que c'est à partir de la 3e année que ton arbre va commencer à donner des fruits. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu touches pendant la Shemitah les fruits, c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il a donné cet exemple. Parce qu'on te dit, quand on était rentré dans la 3e année après la Shemitah, on parle du cas quand tu rentres dans la 3e année de la Shemitah, dans le cas du cédratier. C'est pour te dire que pendant la Shemitah, celui qui aurait touché les arbres, il a un peu gâché la récolte, et à cause de ça, pendant 3 ans, tu n'as pas de fruits qui arrivent. Et c'est pour ça que l'exemple qu'il donne ici, c'est quelque part, quand arrive la 3e année, tu veux maintenant prélever les fruits de ton arbre. Eh bien justement, pourquoi tu as attendu la 3e année? Parce que pendant 3 ans, il n'y avait pas de fruits, tout simplement. C'est-à-dire qu'il aurait bien voulu te donner l'exemple de la 2e année, mais au passage, il t'apprend que celui qui touche l'arbre pendant la Shemitah, il n'a pas de fruits la 2e année, il n'a pas de fruits la 1re année, il en aura à partir de la 3e année. Et donc ça prend 3 ans, ça casse le cycle de l'arbre sur 3 ans, quoi. Ça lui casse la pousse. Donc c'est ce que nous a appris finalement, voilà, tout simplement la Gemara, à travers cette petite nuance dans les braïtas d'exemple. Au lieu de dire la 2e année, il a donné l'exemple de la 3e année. Bon, c'était tout simple. Je ne sais pas si ça valait le coup de rappeler tout, mais ça vaut le coup toujours de rappeler tout, puisque on est dans le sujet. Tant qu'on est dans le sujet, on peut continuer à rappeler un peu tout. Alors on continue. Qu'est-ce que nous dit maintenant M. Hartzkroll? Il dit qu'il y a une discussion supplémentaire autour du nouvel an relatif au etrog particulièrement. Donc on est toujours dans le sujet. Alors, Bara Mine, Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yanaï. Rabbi Yochanan s'est enquis au prix de Rabbi Yanan. Donc il y a une discussion à propos du etrog et de Rosh Hashanah pour le etrog. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yochanan, qui voulait savoir à propos de Rabbi Yanaï, donc il est allé voir Rabbi Yanaï, il lui a posé une question. Etrog Rosh Hashanah Shelo et Matai. Quand a lieu le nouvel an du etrog? Rabbi Yanaï lui répond Amarle Shevat. Il lui a dit Shevat. Shevat des Chodashim, tu veux dire Shevat des mois lunaires, ou Shevat dit Koufa, ou le Shevat de la saison, sous-entendu saison solaire.
Donc, est-ce qu'on parle de la saison par rapport au mois lunaire, ou est-ce que c'est le Shevat de la saison solaire? Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'à un moment donné, apparemment, il avait un temps où les mois juifs, on se servait aussi du nom des mois pour couper l'année selon les années solaires, et on leur donnait les noms les mêmes, mais avec des noms similaires aux mois lunaires. D'accord? Et il y avait soit, selon le contexte, on parlait d'un calendrier solaire, soit on parlait du calendrier lunaire. Et là, apparemment, on est dans un cas comme celui-là. Alors évidemment, il va lui répondre à Marley, il a dit à Rabbi Yochanan, les Chodashim, ben, celui des mois lunaires, évidemment. Alors c'est amusant parce que... alors, Shevat dit Koufa, comment est-ce qu'il qualifie ici les mois solaires? C'est par rapport à la saison. Vous vous rappelez que les saisons dépendent en fait du soleil. Que chaque saison, elle est inscrite en réalité par rapport au calendrier solaire. Puisque au niveau du soleil et du système, on va dire astronomique, dans lequel se situe le système solaire, hein, la Terre, la position de la Terre autour du soleil, c'est ce qui détermine finalement les saisons. Et ce qui calcule la position de la Terre autour du Soleil, ce sont les années solaires en fait. La Terre fait tout autour du Soleil, elle met 365 jours, un quart pour revenir à son point de départ, et c'est ce qui fait les années solaires, et c'est ce qui fait les saisons. C'est-à-dire que la position de la Terre par rapport à là où elle se trouve dans l'espace autour du Soleil, c'est ça qui fait les saisons. Donc, c'est pas en rapport avec la Lune. Donc, ça nous apprend tout simplement que voilà, cette connaissance, elle était déjà là, elle a toujours été là depuis plus de 2000 ans, hein, et qu'il y a toujours eu finalement cette distinction entre un calendrier, on va dire, qui suit les saisons, et le calendrier qui suit la Lune. Bien. Voilà une précision de fait. Alors, la Gemara soulève une autre question à propos du Nouvel An. Donc, c'était au passage. Il arrive souvent quand on étudie la Gemara, une espèce d'injection de sujets qui n'ont pas forcément un rapport, mais qui permettent de rapporter finalement les paroles des sages, qui sont en rapport, on va dire, pas forcément direct, mais indirectement en rapport avec le sujet principal. Ce qui fait que ça peut être des sujets très courts, c'est des petits midrash, c'est des petites histoires qui sont racontées comme ça. C'est intéressant parce qu'à propos de Rabbi Yochanan, il y avait un autre midrash une fois qui rappelait, qui parlait de la fois où ils étaient en bateau comme ça, et Rabbi Yochanan avait pris avec lui, je crois que c'est Rabbi Yochanan qui avait pris avec lui une double quantité de graines, et grâce à ça, une double quantité de graines quand ils devaient partir en bateau avec un autre rab. Et grâce à ça, ils ont tenu comme il faut parce qu'ils s'étaient perdus en mer. Et pourquoi ils s'étaient perdus en mer? Justement, l'autre rabbin lui avait demandé, mais comment t'as su qu'on allait se perdre en mer? Parce qu'il lui a dit que tous les 70 ans, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel et qu'on confond avec l'étoile du berger. Et devinez de quoi il parle? Il parle de la comète de Halley. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 2000 ans, ils avaient la connaissance de la comète de Halley qui a découvert ça il y a 200-300 ans, t'as tout cassé quoi. Et donc Monsieur Halley qui a découvert la comète de Halley, c'est un peu comme Monsieur Tout-le-Monde qui a découvert la Lune. Il y a 2000 ans, c'était une chose qui était, alors pas connue de tous, mais c'était une chose qui était connue, quand même. Et donc c'est intéressant de voir Rabbi Yochanan finalement être intéressé encore par une question liée à l'astronomie ici. C'est pour ça que j'en ai parlé. Alors, en tout cas, dans cette question, il y a un commentaire qui nous explique un peu pourquoi il a parlé de la Lune, pourquoi est-ce qu'il a fait ces distinctions entre l'année solaire et l'année lunaire. Tout simplement parce qu'en fait, justement, comme ça dépend des saisons, qu'est-ce qui dépend des saisons? C'est la pousse des plantes, justement, en général. Les plantes, elles poussent en fonction de la quantité d'eau, la quantité de soleil, et tout ça, ça dépend véritablement des saisons, c'est pas nécessairement au niveau de la Lune. Donc, ça vient de là, son questionnement. Peut-être que au niveau du soleil ou au niveau de la Lune, c'est pas le même rapport, quoi. Donc, puisque on n'arrête pas de discuter depuis tout à l'heure de la quantité d'eau qui doit venir à telle date, bon, on sait que la quantité d'eau dépend des saisons. Donc, quand tu me parles du 15 Shevat, est-ce que tu parles de Shevat des saisons ou tu me parles des Shevat de la Lune? Théoriquement, ça ne devrait pas être celui de la Lune, au fond, puisque les saisons dépendent exclusivement de cette position de la Terre autour du Soleil, et que la quantité de pluie, elle dépend finalement de la saison dans laquelle on se trouve. Donc,
c'était une question qui était forcément très logique. Alors, la réponse à cette chose-là, alors, il dit ici, comment ça se fait justement du coup que tu ne dépends pas des saisons, puisque on voit que la Lune ne dépend pas nécessairement des saisons, même si elle est réajustée, il y a des années où ce ne sera pas tout à fait le 15 Shevat, au fond, que se termine la quantité de pluie. Alors, cela tient du fait que la Lune joue aussi un rôle dans l'épanouissement des récoltes. Parce qu'il est dit dans la Torah, Umi meged tvuot shamesh, umi meged giresh yirachim. Ça, c'est tout à la fin de la Torah. C'est Merona Elohekedem. Alors, par les bienfaits des récoltes du soleil et par les bienfaits du rôdement de la lune. Donc, ça nous montre ici qu'en réalité, il y a une observation qui a été faite depuis les temps bibliques, que quand bien même, effectivement, les récoltes ne dépendent que des saisons et les saisons ne dépendent que du soleil, eh bien, la lune a son rôle aussi dans l'épanouissement des récoltes. En outre, c'est le cycle lunaire qui est adopté pour le calendrier juif, et ceci aussi exerce une influence sur le monde physique, comme le souligne Yerushalmi ailleurs, etc. Bon. Alors, pour ceux qui veulent une petite explication, on pourrait s'amuser à trouver une explication, on va dire, plus scientifique, que effectivement la Lune joue un rôle qui devrait être concret. Bah, tout simplement, on sait que la Lune joue un rôle sur les marées. Donc, puisqu'elle joue un rôle sur les marées, on peut établir que les quantités d'eau qui sont provoquées par les marées, on pourrait dire que on va dire que d'où vient l'eau de pluie, elle vient en général de l'évaporation de l'eau de mer, et c'est ce qui remplit un petit peu la quantité de nuages en particules. Bon, puisque les marais dépendent exclusivement de la Lune, on peut très bien imaginer qu'effectivement ce mélange, ce duo saison, position du soleil et position de la Lune, à quel moment elle est pleine, à quel moment elle n'est pas pleine, etc. Et donc finalement la position de la Lune autour de la Terre influence quelque part les saisons, par exemple. Et par exemple pour l'irrigation, ça joue certainement un rôle important quand tu fais de l'irrigation sur les fleuves ou je ne sais quoi. Donc il y a une quantité d'eau en tout cas qui est mise en jeu par l'influence lunaire. Et donc on peut tout à fait comprendre finalement que ces deux influences ayant un rôle à jouer, eh bien au fond, il n'y a pas de honte à choisir le calendrier lunaire pour déterminer le moment particulier, la saison où se termine finalement le gros de l'influence lunaire sur la quantité de pluie à distribuer. On voit qu'il y a une influence. Dans les détails, je ne vais pas vous dire exactement. On pourrait imaginer aussi très bien, par exemple, la pleine lune, il y a quand même de la lumière pendant la nuit qui permet de gorger les plantes d'une certaine luminosité faible, mais quand même, c'est une luminosité qui peut jouer un rôle aussi dans le développement de la plante. Donc, on voit bien qu'il y a une influence qui existe de la lune, peu importe la quantité, le rôle qu'elle va avoir, elle a un rôle. Voilà. Donc, au fond, ça se justifie complètement. Alors, la Gemara soulève une autre question au sujet du Nouvel An. Alors, on va voir une suite. Rava s'étant qui auprès de Rav Nachman, Ba'a miné Rava, mais Rav Nachman. Donc, c'est des discussions qui ont eu entre deux rabbins, etc. Sans plus, c'est des discussions où il y a un qui sait, il y en a un qui ne sait pas, alors il pose la question. Alors, Rava donc a demandé en fait à Rabbi Nachman, à Rav Nachman, de l'époque de la Bible, et pas celui qui va danser n'importe comment à la fête de Breslev. Alors, Ve'omre la Rabbi Yochanan me Rabbi Yanaï. Et d'autres disent qu'en fait, c'est encore Rabbi Yochanan qui a demandé à Rabbi Yanaï. Alors, Haïda Shana Me'uberet, Mahu. Et si c'était une année embolismique, quelle serait alors la loi? Car qu'est-ce qui se passe quand l'année est embolismique? Eh bien, en réalité, dans les années embolismiques, on double le mois de Hadar, oui. Mais ça veut dire quoi dans une année embolismique? On a vu, si vous vous rappelez, que pourquoi on rajoute un mois de Hadar? Parce que le printemps, si jamais le printemps, il est déterminé en fonction des saisons du soleil. Et donc, quand arrive le mois de Nissan, qui est donc là aussi le mois du printemps, du calendrier juif, eh bien, le problème, c'est que comme chaque année, on perd 11 jours dans le calendrier lunaire par rapport au calendrier solaire, au bout de 2-3 ans, on a déjà décalé quasiment le printemps d'un mois. Bon, alors on a trouvé donc une réponse idéale,
quand tu as vraiment trop de jours, tu as perdu 33 jours au bout de 3 ans, par exemple, tu as 33 jours de perdu, donc il faut absolument rajouter un mois pour retrouver la saison qui est la saison du printemps au printemps du soleil. C'est-à-dire que le printemps du soleil, il faut retrouver, récupérer le printemps du soleil, sinon tu vas faire la fête du printemps en plein hiver, puisque tu as perdu un mois comme ça entièrement. Donc tout est décalé. Bien, alors parfait, tu rajoutes un mois qui est le mois de Hadar. Mais juste avant le mois de Hadar, on a le mois de Shevat. Et donc tu es en train de me dire que le 15 Shevat dans une année embolismique, où j'ai un problème de décalage, j'ai presque perdu un mois entier, je suis décalé au niveau des saisons. Mais depuis tout à l'heure, on a discuté justement de quoi? On a discuté que ce qui va déterminer les années du Maaser, le 15 Shevat, c'est par rapport au fait que c'est la saison des pluies où la majeure partie de l'eau est tombée à ce moment-là. Mais voilà que je suis dans une période, dans les années embolismiques, où j'ai tout décalé d'un mois. Ça veut dire que je vais m'arrêter beaucoup trop tôt, le 15 Shevat ici, on n'aura pas la majorité de l'eau qui est tombée, puisqu'on a tout décalé d'un mois, on est encore en plein hiver, on est encore dans une pleine saison des pluies, au niveau d'Israël. C'est un petit peu l'idée, d'accord, qui est posée ici. Donc quelque part, il aurait fallu peut-être, je sais pas, on aurait peut-être dû faire un deuxième mois de Shevat, ou alors peut-être décaler le 15 Shevat et dire au lieu du 15 Shevat, dans une année embolismique, tu feras le 15 Hadar, puisqu'on est décalé d'un mois par rapport aux saisons. Et que toute la discussion qu'on a présentée, c'était quand même un problème lié à une quantité de pluie, et cette quantité de pluie dépend des saisons. Alors, on va vérifier quand même dans le commentaire si la logique a gagné, en tout cas la mienne. Alors, c'est-à-dire, est-ce que le nouvel an a lieu au mois appelé Shevat, le mois qui succède le mois de Tevet, ou bien au premier mois de Hadar, qui, dans une année embolismique, remplace Shevat en tant qu'avant-dernier mois de l'année. C'est ça, on est dans l'avant-dernier mois de l'année, c'est-à-dire au niveau des saisons, c'est à ce moment-là qu'aura coulé le maximum de pluie. Alors, cette question est liée au fait que les phénomènes naturels saisonniers antérieurs au mois de Hadar, tels l'épanouissement des arbres, sont généralement tardifs dans une année embolismique juive, parce que l'année lunaire a accumulé un certain retard par rapport à l'année solaire, donc c'est le Ritva qui dit ça, je viens de parler comme le Ritva. Là aussi, la question ne se limite probablement pas aux hédrogues, mais concerne en fait tous les arbres, en réalité. Très bien. Bon, on est dans la bonne explication. En tout cas, l'explication que donne ici le commentateur est tout à fait logique. Il n'y a pas de raison de ne pas tenter les explications quand ça fait appel à une logique, on va dire comment on appelle ça, du bon sens. Alors Rav Nachman ou Rav Yana, il répond. Amarlé, il lui a dit. Alors justement, il lui a répondu. Alors, ah oui, on ne sait pas si c'est Rav Nachman ou Rav Yanai. C'est vrai, c'est soit Rava qui parle à Rav Nachman, et donc Rav Nachman répond, soit c'est Rabbi Yochanan qui redemande à Rav Yanai, et c'est Rav Yanai qui répond, bon, peu importe. Il lui a dit, Haler Acharov Shanim, on suit le modèle de la majorité des années. C'est-à-dire que, bon, on revient, vous savez, vous vous rappelez, on avait eu une discussion sur justement le problème de la loi, c'est-à-dire que on revient à cette discussion où on a fixé une règle, c'est-à-dire que même si effectivement du point de vue scientifique, la majorité de l'année elle est par-ci, elle est par-là, etc., la règle au niveau de l'établissement des lois, puisqu'on est dans un système de calendrier, et que ce système de calendrier, si on doit s'amuser à chaque fois qu'une saison est un peu différente par rapport à une autre, à tout remettre en question, chaque année on doit choisir des dates différentes. Alors non, alors, au niveau d'un système donc juridique, en tout cas dans un cadre juridique, tu as établi une norme, et puisque cette norme est établie, et c'est quoi la norme ici? On va dans le sens de toutes les années, c'est ce qu'il nous dit ici. On va dans la majorité des années, c'est un petit peu l'idée. Puisque la majorité des années, le 15 Shevat, la majorité de la pluie est tombée, et c'est pas des années embolismiques, la majorité des années, eh bien, comme le 15 Shevat a été fixé comme norme pour la majorité des années, quand une des années est dans une certaine exception, eh bien, on ne lui change pas la loi, et on reste dans ce cadre juridique qui consiste à faire les choses au 15 Shevat, tout simplement, puisque c'est le 15 Shevat que ça a été établi pour la majorité, on respecte la majorité. C'est la démocratie des astres. Alors, la Gematria, la Gemara examine le statut d'un étrog qui pousse partiellement durant la Shemitah. Donc on est encore dans ces petits sujets qui finalement sont satellites du sujet principal. Donc puisqu'on a abordé les sujets du étrog, on continue avec un sujet qui nous parle de étrog. Alors ici on a Rabat, justement. Alors on l'avait cité juste avant parce qu'on ne savait pas si c'était lui ou Rav Yochanan qui parlait. Mais là,
On est sur Rabba précisément. Alors, Rabba nous dit, Amar Rabba, Etrog, Bat Shishit, Shenichnesa la Shivirit. Un Etrog qui se trouve dans la 6e année, qui rentre dans la 7e année. Donc, a priori, on peut le cueillir. Petura mina maaser ou Ptura mina bi'ur. Il est dispensé du maaser et il est dispensé de la loi d'évacuation appliquée aux produits agricoles de la Shemitah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi d'évacuation? Alors, il est dit ici, il est permis de conserver un produit de la Shemitah aussi longtemps que la même espèce en est disponible à la consommation des animaux dans les champs. Nous dit ici le texte. Alors, et dès qu'une espèce agricole particulière disparaît complètement des champs, tout produit de la même espèce qui subsiste à la maison doit être évacué. Alors là-dessus, il y a une controverse, on ne va pas l'aborder. Où se termine la parenthèse? Alors, bon, on va quand même l'aborder. Alors, une controverse oppose les Rishonim sur la question de savoir si les modalités du bi'ur, de ce qu'on appelle donc l'évacuation, ce qu'ils appellent ici l'évacuation, donc c'est tout simplement l'idée que quand tu as une espèce et que tu en as à la maison de cette espèce, tant qu'il en reste dans les champs, tu peux consommer de cette Shemitah, si j'ai bien compris. Et si à un moment donné on a tout enlevé du champ, il n'en reste plus, et qu'on rentre complètement dans la Shemitah cette fois-ci, c'est-à-dire que la Shemitah ne prend effet sur ce que j'ai à la maison que lorsqu'il ne reste plus rien dans les champs de cette espèce en particulier. S'il reste dans les champs, on peut consommer. Dès qu'il n'en reste plus, on ne peut plus consommer de cette 7e année. Si j'ai bien compris. Hein, je vais le refaire parce qu'il ne faudrait pas que je vous dise n'importe quoi. Donc je répète, il est permis de conserver un produit de la Shemitah aussi longtemps que la même espèce en est disponible à la consommation des animaux dans les champs. Pour les animaux, hein, en plus. Et dès qu'une espèce agricole particulière disparaît complètement des champs, tout produit de la même espèce qui subsiste à la maison doit être évacué. Donc voilà, c'est ça, c'est cette règle. Donc on doit se débarrasser de ce qui nous restait à la maison à partir du moment où on n'en trouve plus dans les champs. Qui va aller surveiller les champs? Ça, c'est un autre problème. Alors, ou simplement de l'évacuer de la maison et de l'abandonner formellement, après quoi, quiconque peut en prendre et en manger. C'est-à-dire qu'on l'évacue et on l'abandonne formellement, c'est-à-dire on le met au pas de la porte, celui qui en veut vienne se servir. D'accord? Donc on peut soi-même continuer de s'en servir, soit et ne rien dire à celui qui viendra se servir s'il en a envie. J'ai l'impression. Alors, ok, il y a des discussions sur la procédure, justement, comment faire. Bon, il faut voir Rashi sur Psachim 52, qui va montrer quoi? Qui est d'avis que l'on doit déposer la réserve en un lieu que les animaux piétinent, probablement en vue de la détruire. Bon, donc c'est dans un endroit où il y a du passage des animaux, quoi. Apparemment, Rabbah détermine l'année de Shemitah d'un étrog en fonction de l'éclosion du fruit. On nous dit ici, c'est-à-dire que quand Rabbah nous dit que la 6e année, le étrog, il est dans la 6e, et il entre dans la 7e, il n'y aura pas de maaser sur ce étrog, et il est dispensé de la loi d'évacuation, c'est-à-dire qu'on ne va pas terminer toute la récolte. Ok. Bon. Apparemment, Rabbah donc détermine donc l'année de la Shemitah d'un étrog est en fonction de l'éclosion du fruit, comme pour Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on convient dans la Mishnah qu'on avait cité tout à l'heure, d'ailleurs, et qu'on a rappelé. Ainsi, un étrog éclos dans la 6e année, d'accord? Un étrog éclos dans la 6e année est dispensé des modalités du bi'ur, puisqu'il n'est pas considéré comme un produit agricole de la Shemitah. Et la Gemara va bientôt demander pourquoi, dès lors, cet étrog serait-il dispensé de l'obligation de Maaser, qui est pourtant en vigueur au cours de la 6e année. Donc, voilà. On a essayé de commenter au mieux. On continue. Donc, je répète notre question sur le étrog, dont Rabbah a tout simplement dit que le étrog, quand il est dans sa 6e année, donc quand il éclot dans la 6e année, nous dit Rashi, qui entre dans la 7e, est dispensé donc du maaser, et il est dispensé de la loi d'évacuation. A priori, donc cette loi d'évacuation, elle est difficile à comprendre, mais on l'a expliqué dans ce commentaire. Hein. Et il continue, Ubat Shivi'il Shenichnesa Lishminit, et un étrog de la 7e année qui rentre dans la 8e année, et qui serait cueillie, Petura Bemaaser Vechayevet Bebi'ur. Elle est dispensée du maaser, mais elle est soumise à la règle de l'évacuation. Alors, pourquoi?
Alors, telle est la version courante de notre passage. Du reste, Rashi et Rabbeinu Hananel, etc., nous disent qu'il faut souligner que les Rishonim détiennent une autre version et une autre interprétation du passage. Donc en réalité, ici on a une version de la Gemara qui n'est pas la même selon les livres. Et tous ceux qui ont étudié dessus, donc du coup, ont fait d'autres interprétations de la règle, puisqu'il manquait apparemment la dernière phrase que je viens de citer. Hein, le hétrog dans la 7e qui rentre dans la 8e, et dispensé du maaser est soumis à la règle de l'évacuation. Bon. Alors, en tout cas, l'explication de pourquoi, ici, il dit, parce que le fruit a éclos durant la 7e année, il est donc considéré comme un produit de la Shemitah. Puisque c'est un produit de la Shemitah, il est astreint aux modalités de bi'ur, de l'évacuation, et pour cette même raison, il est aussi dispensé de l'obligation de maaser, puisqu'on ne fait pas le maaser pour un produit issu de la Shemitah. Ve'achelu evione amecha ve'yitrom tochal chayat asadeh. Les indigents de ton peuple mangeront et les bêtes des champs mangeront les restes. Donc ça nous apprend quoi? Que de même que les animaux consomment les produits de la Shemitah sans en prélever le maaser, de même les hommes peuvent manger sans en prélever le maaser, car tout ce qui est abandonné du fait de la Shemitah est dispensé de maaser. Alors on a le droit de manger finalement un produit de la Shemitah s'il est abandonné, mais pas un produit entre guillemets qui nous appartiendrait. C'est-à-dire que il y a des modalités pour pouvoir consommer des produits de la Shemitah. Hein, en gros, il dit si l'animal peut en manger, l'homme peut en manger. Mais de la même manière un peu que les animaux, qu'est-ce que font les animaux? Ils vont dans les champs, ils servent, et puis voilà. Bon, un peu la même chose. Le Touré Even s'étonne de ce qu'il faille un enseignement particulier pour exempter du maaser les produits de la Shemitah. Alors que on le déduit carrément du passage de la Torah, où c'est textuellement écrit dessus qu'il n'y a pas de prélèvement pendant cette période. Bien. Alors cet enseignement qui nous a été donné a été remis en question, et devinez par qui? Par Abaye. Hein, on a des couples comme ça de rabbins qui adorent se contredire l'un l'autre. Vous avez toujours Bet Shammai, Bet Hillel, et Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel. Et là, vous avez maintenant, souvent, vous aurez Rabba et Abaye. Alors Abaye nous a dit à Rabba, Bishlema si fait les Khumra. La dernière partie est compréhensible si tu fais une rigueur. Parce qu'en fait, c'est une rigueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quelle est cette rigueur? À propos du hétrog qui est clos dans la 7e année et que tu as cueilli dans la 8e année. C'est compréhensible parce qu'elle fait montre de rigueur. Alors, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle est... c'est une rigueur ici. D'accord, bon. Alors, je pourrais expliquer que tu as un doute. Peut-être est-ce l'éclosion du hétrog qui détermine son statut au regard de la Shemitah. Et c'est pour cela que tu enseignes qu'il faut le soumettre aux lois d'évacuation comme tout fruit de la Shemitah. Ceci étant, il est aussi dispensé du maaser comme tout fruit de la Shemitah. Mais, nous dit Abaye et là Recha, mais la première partie, Petura minabiur amai. Pourquoi est-ce que tu dispenses de l'évacuation? Damrinan zil batar chanata, parce que l'on dit qu'il faut aller d'après l'éclosion du hétrog pour déterminer le statut de la Shemitah. Or, ce fruit est clos à la 6e année. Iachi des chayiv maaser, mais s'il en est ainsi, il doit être aussi soumis au maaser. Alors, ok, bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous, on va le redire avec un peu plus de clarté. On a ici une discussion en fait sur le statut particulier donc du hétrog entre Rabba et Abaye qui s'installe. Et à propos de ce qui a été dit, ici apparemment on est dans l'idée de l'éclosion. J'avais eu l'impression, après avoir lu tout ce qu'on a lu, que pour Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on allait selon la cueillette. Donc je vais vérifier ça parce que j'ai un doute d'un coup, mais a priori, oui, toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'était justement de dire, en tout cas que Rabban Gamliel, lui, il faisait une comparaison de comment tu cueilles ton hétrog. C'est exactement pareil que quand tu cueilles les légumes. Et on avait même apporté une braïta qui marquait que c'est le 15 Shevat avant le coucher du soleil. Tu cueilles, le 15 Shevat après le soleil, après le coucher du soleil, tu cueilles, et ben c'est deux périodes différentes, distinctes. Et là, on est en train de faire une discussion finalement basée sur l'éclosion du fruit. Donc c'est ça qui est étrange.
Donc, bon, on est en train donc de revenir finalement sur la discussion, mais de fond cette fois-ci, à savoir que on discute plutôt de comment cueillir le hétrog selon son éclosion et non pas selon sa cueillette. Donc, Rabat, qu'est-ce qu'il nous dit donc? Il nous dit que le hétrog de la 6e année et qui rentre dans la 7e, donc si je prends un hétrog de la 6e qui rentre dans la 7e, on est dispensé du maaser. Celui qui éclot dans la 6e année et qui rentre dans la 7e, dispensé du maaser et il est dispensé de l'évacuation. Celui qui prend un hétrog de la 7e et qui rentre dans la 8e, il est dispensé du maaser et il soumet la règle de l'évacuation. Alors il dit aussi Abaye, il comprend effectivement la deuxième partie, que quand le hétrog il a éclos pendant la 7e année, on a bien des fruits de la Shemitah, donc effectivement c'est des fruits qui sont dispensés du maaser et qui sont soumis aussi à la règle d'évacuation puisque ce sont des fruits de la Shemitah. Mais justement, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas la première partie de ce qui a été dit à propos de Rabat. Pourquoi Rabat va te dire que quand ça éclot dans la 6e, je suis à la fois dispensé du maaser, mais je suis dispensé du maaser et je suis dispensé d'évacuation. Donc lui, ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi est-ce qu'il enseigne qu'il est dispensé d'évacuation. Pourquoi? Parce que si tu dis avec certitude qu'il faut aller d'après l'éclosion du hétrog pour en déterminer son statut au regard de la Shemitah, et que ce fruit éclot au cours de la 6e année, s'il en est ainsi, il doit être clair pour toi que ce n'est pas un fruit de la Shemitah, et il doit donc être soumis au maaser. Ben non, c'est un fruit de la Shemitah, justement, puisqu'il a éclos. Ah, d'accord. Donc, oui, d'accord, c'est bon, on y est. La 6e année, théoriquement, voilà, si tu parles selon l'éclosion, quand le fruit va éclore, ça veut dire qu'on est, cette année-là, l'année de son éclosion, c'est l'année où tu dois compter son prélèvement. Puisqu'on est dans son année d'éclosion, voilà, il a éclos de la 6e année, bah, théoriquement, tu aurais dû lui faire le maaser. Or, qu'est-ce que nous a dit Rabat? Il est dispensé de maaser, et il est dispensé de la loi d'évacuation. Qu'il soit dispensé de la loi d'évacuation, je peux comprendre, puisque tu me dis qu'il a éclos la 6e année, puisqu'il a éclos la 6e année, quand je vais le cueillir, puisque toi tu vas selon l'éclosion, au moment de sa cueillette, on est toujours dans la 6e année, c'est un fruit de la 6e, c'est pas un fruit de la 7e année. Oui, mais alors pourquoi est-ce que tu ne lui fais pas le maaser? D'accord, mais si tu me dis que ça va selon l'éclosion, théoriquement, tu peux pas d'un côté lui dispenser d'une règle de la Shemitah, et puis lui dispenser d'une règle de la 6e année, car quand c'est dans la Shemitah que tu lui dispenses de maaser, c'est compréhensible, mais si tu me dis que c'est un fruit de la 6e année, il y a un maaser à faire, c'est le maaser ani. Donc théoriquement, il devrait faire le maaser ani au minimum. Ok? Donc il n'est pas abandonné, c'est un fruit normal. Alors Rabat répond, Amarlé, il dit à Abaye, Yad Hakol, Memashmeshin Ba. Ah, on avait dit qu'on allait discuter de ce problème. Les mains de tout le monde le touchent, comme on avait vu tout à l'heure. Ve'at Amrat, Tichayev Maaser. Et tu dis qu'il doit être soumis au Maaser. D'un point de vue pratique, il n'a pas de propriétaire. Et il est légalement dispensé donc de Maaser. Alors, en gros, je pense que ça dépend du problème du fruit qui met du temps à pousser peut-être. Bien que le fruit du cédratier soit considéré comme un fruit de la 6e année, dont le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, il n'en demeure pas moins, dans les faits, livré à l'abandon, puisqu'on est dans le champ de la 7e année. Donc en fait, on va avoir des fruits qui ont éclos dans la 6e, mais qui restent collés à leur arbre pendant la 7e année. Et puisque le champ est abandonné, n'importe qui peut venir effectivement cueillir ce fruit. En effet, il incombe au propriétaire de maintenir ouvert et libre l'accès des champs et des vergers à tous les passants qui souhaitent y consommer les produits agricoles autres que des étrogymes. Donc, celui qui veut venir manger des produits agricoles, il a le droit de rentrer dans ses champs, et voilà qu'il va tomber nez à nez avec le hétrog. Donc, il n'y a aucun moyen d'interdire l'accès au cédratier. Parce que les gens vont affluer, et qu'il y a cette obligation d'ouvrir les champs pendant la 7e année. D'accord? Donc, il n'y a aucun moyen en pratique d'interdire l'accès à son cédratier à ceux qui affluent pour cueillir les autres fruits, puisqu'il y a d'autres fruits. Inévitablement, cet arbre sera donc exposé au contact de ceux qui pénètrent dans le verger. Et son fruit sera certainement cueilli,
même si c'est illicite, puisque on vient de nous expliquer ici qu'il appartient bien à la 6e année. Donc celui qui viendra, qui va cueillir, en réalité, il va cueillir dans un champ qui est ouvert, mais quand il va le cueillir, ce sera du vol. Mais quand même si c'est du vol, ils vont quand même lui dépouiller son arbre. Aussi, en dépit du fait que le propriétaire n'est pas tenu de renoncer à son droit de la propriété sur les fruits de ce cédratier, bien qu'ils ont éclos à la 6e année, les fruits n'en demeurent pas moins, dans les faits, livrés à l'abandon et donc dispensés du maaser. Ah, c'est là qu'on apprend une nouvelle règle à propos du maaser. Des fruits livrés à l'abandon ne sont pas soumis au maaser. C'est-à-dire qu'il y a une différence, d'accord? Il y a une différence entre la Shemitah. En fait, non, le point commun de la Shemitah ici, c'est que pendant la Shemitah, on les laisse à l'abandon, les fruits. Mais ce qui va se passer la 6e année, ils vont éclore les trogim, et la 7e année, comme les champs sont ouverts, lui, le propriétaire, ne se fait pas d'illusions dans sa tête, et même s'il aurait bien voulu mettre des gardiens pour éviter qu'on vienne lui toucher à son arbre, eh bien, il ne pourra pas, et quelque part, il sait à l'avance que c'est mort, les arbres vont être bouffés, vont être mangés, vont être pris, volés, ce que tu veux. Ils sont donc livrés à l'abandon d'une certaine manière, par dépit. D'accord? Or, des fruits livrés à l'abandon, il est là le petit ridouche pour moi en tout cas, la petite nouveauté, c'est que comme pour la Shemitah tu laisses les fruits à l'abandon, mais la règle générale à propos de ne pas faire le maaser, pourquoi est-ce que tu ne fais pas le maaser? C'est pas par rapport seulement à la Shemitah, mais c'est par rapport à quelque chose que tu laisses à l'abandon. Quelqu'un qui par exemple aurait un champ, mais il arrête de l'exploiter par exemple, et du blé pousse là-bas. Est-ce qu'il doit en prélever le maaser? Non, parce qu'il ne va pas se servir du blé qui se trouve dans son propre champ pour lui-même. C'est-à-dire qu'il est livré à l'abandon, il n'en fait plus rien de son champ. Quelqu'un qui a par exemple un oranger dans son jardin, et que cet oranger lui appartient, imaginons. Mais voilà que il ne cueille jamais les fruits, il ne mange jamais cet oranger. C'est décoratif pour lui, plus qu'autre chose. Quelqu'un qui vient pour les manger, tant mieux pour lui. Les animaux, les perruches, qui tu veux, vient bouffer ces fruits. Il le laisse à l'abandon. D'accord? Il ne s'en occupe que pour éventuellement nettoyer, mais il ne les cueille pas pour aller se faire des jus de fruits ou ce genre de choses. Donc lui, il n'a pas l'obligation de faire le maaser dessus. S'il fait quelque chose de cet arbre, qu'il en récolte les fruits, d'accord. Mais s'il ne récolte jamais ses fruits, quelque part, il le laisse à l'abandon, et on te dit, tu n'es pas obligé de faire un maaser sur quelque chose que toi-même, tu n'as pas d'intérêt au fond. C'est un petit peu l'idée. Si toi, tu n'as pas d'intérêt à aller cueillir les fruits, on ne va pas te forcer à aller les cueillir pour quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, bien sûr, si le propriétaire possédait un verger de cédratier dont tous les fruits ont éclos durant la 6e année, il ne serait pas obligé de l'ouvrir l'accès au public, et ces fruits seraient donc pas perçus comme abandonnés, seraient donc soumis au maaser. Mais Rabbin ne traite pas d'un cas pareil, car il était rare de planter des vergers entiers de cédratiers à cette époque. On était dans une autre époque. Ça a bien changé, mes chers amis. Aujourd'hui, il y a des champs de cédratiers. Donc s'il n'avait que des cédratiers dans un champ, il avait le droit de fermer, effectivement, pour dire non, je n'ai pas renoncé à ma récolte de cédra. Mais c'est juste à l'époque, un cédratier était planté ici ou là, c'était éparse, c'était pas nécessairement des plantations de cédratiers. Très bien. Alors, Tosfot soutient que la réponse de Rabbin n'est nécessaire que pour celui qui pense que les statuts de l'étrog par rapport à la Shemitah et du maaser sont tous déterminés par l'éclosion et non par la cueillette. C'est ce qu'on avait compris. Mais d'après Rabban Gamliel, évidemment, pour qui seul le statut par rapport à la Shemitah dépend de l'éclosion du étrog, tandis que son statut par rapport au maaser est tributaire de la cueillette, la question d'Abaye n'a jamais posé de problème, puisque le étrog a éclos dans la 6e année, il n'est donc pas soumis à la loi de la Shemitah, et puisqu'il a été cueilli à la 7e, il n'est donc pas non plus soumis au maaser. Oh, c'est joli ce qu'il vient de dire là, mais comme on a fait déjà 45 minutes, je vous le laisse peut-être pour la prochaine fois ce commentaire, et je vous dis à la prochaine.